Colette Avital, bonjour, Boker Tov. Boker Tov et Chag Sameach. Chag Sameach. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité pour parler de Binyamin Netanyahou. Binyamin Netanyahou qui vient de recevoir donc pour la 5e fois le mandat de former la coalition gouvernementale des mains du président de l'État, Reuven Rivlin. Et quelque part, on ne peut pas s'empêcher de parler de phénomène Netanyahou puisque selon toute vraisemblance, eh bien, il devrait battre le record de longévité au poste de Premier ministre détenu par le père fondateur de l'État d'Israël, David Ben Gurion. Sans doute, oui, effectivement, il faudra attendre jusqu'au mois de juillet, apparemment. Et nous avons sollicité parce qu'en fait, quelque part, eh bien, on peut dire que c'est vous qui avez découvert Binyamin Netanyahou lorsqu'il n'était qu'un jeune homme. C'était au milieu des années 70. C'était à Boston. Racontez-nous un peu comment vous avez votre premier contact avec Binyamin Netanyahou, qui était jusque-là, on va dire, un jeune homme de 25 ans relativement anonyme, on peut le dire. Plus ou moins. Écoutez, j'ai été nommé comme consul à Boston en 75, immédiatement après la fameuse résolution, l'infâme résolution des Nations Unies que le sionisme est équivalent au racisme. Oui. Et c'est alors que de tous les côtés, il y avait des efforts assez soutenus, surtout parmi nos compatriotes, mais aussi à travers toutes les communautés juives aux États-Unis, de combattre et de faire des efforts d'information. Et je ne vous cacherai pas que certainement ce blâme à l'égard d'Israël comme étant un État raciste nous a causé beaucoup de problèmes et beaucoup de mal en Afrique et ailleurs. Oui. Et à ce moment-là, bien sûr, l'un des endroits dans lesquels nous avons travaillé beaucoup, c'était les universités. Il s'est avéré qu'à Boston, il y avait à ce moment-là... Il y a les prestigieuses universités de MIT. Probablement le plus grand groupement, la plus grande agglomération d'universités qui s'appelle Ivy League, c'est-à-dire les plus importantes et les plus prestigieuses. Et j'ai découvert qu'il y avait un groupe de jeunes étudiants, 3 étudiants, qui faisaient de la hasbara, c'est-à-dire qui s'occupaient de l'information pour Israël et qui avaient réussi à obtenir de la communauté juive à Boston une certaine somme d'argent pour publier des papiers d'information qu'ils appelaient the white papers, les papiers blancs. Et, alors, qui étaient ces 3 jeunes? Alors, ces 3 jeunes, c'était Benjamin Nitai, Benjamin Nitai, aujourd'hui Netanyahou, il avait changé son nom. Et il y avait Uzi Landau, qui bien sûr a lui aussi poursuivi une carrière politique, et une 3e personne qui s'appelait Yossi Rimer, qui lui est resté aux États-Unis. Et donc j'ai pris contact avec eux, on a commencé à travailler. On avait un consul général, à ce moment-là j'étais numéro 2 au consulat, mais le consul général avait une liste de personnes à non grata, de personnes avec lesquelles il ne fallait pas travailler. Ce groupe paraissait parmi eux. Donc, cela a piqué ma curiosité. On a commencé à travailler dans les universités et très souvent, je me suis rendu compte que surtout Netanyahou, Nitai, avait un très grand talent d'orateur et surtout, il savait comment convaincre les gens. Et nous avons commencé au consulat à l'envoyer dans les universités pour faire des conférences. Alors, il a 25 ans, donc Binyamin Netanyahou, à cette époque, il a déjà un passé, on va dire, il a déjà servi dans l'armée israélienne, il a servi dans les commandos Matkal, il est officier des commandos Matkal. Oui, mais ça, franchement, je n'étais pas au courant. Vous ne le saviez pas. Mais il avait, sans aucun doute, il parlait un anglais parfait et pas par hasard, puisqu'il a été élevé aux États-Unis. Il était beau garçon, présentable, il savait comment s'exprimer, il savait comment convaincre les gens, il avait beaucoup de charisme. Et donc, c'était l'un des orateurs que nous avons envoyé dans les universités. Puis, après les élections en 77, arrive
à Boston, Moshe Arens, qui était alors le président. Alors, avant 77, je voudrais qu'on revienne sur un événement qui est majeur dans la vie de Benjamin Netanyahou. C'est la mort de son frère, le colonel Yoni Netanyahou. Il était à cette époque donc à Boston lorsqu'il a appris la disparition de son frère lors de l'opération Entebbe. Oui, c'est-à-dire que moi j'ai reçu, c'était un 4 juillet, donc la fête nationale des États-Unis. Les États-Unis célébraient 200 ans d'indépendance, grande fête avec des bateaux, avec tout ce que vous voulez à Boston, feu d'artifice, et je reçois un coup de fil de notre ambassade à Washington me disant voilà, il y a Yoni Netanyahou, c'est le frère de Benjamin Netanyahou, est-ce qu'il faudrait que tu lui fasses part de cette nouvelle? Effectivement, c'est vous qui avez annoncé à Benjamin Netanyahou la disparition de son frère? Non, c'est notre secrétaire. Enfin, c'est moi qui l'ai envoyé parce qu'il y avait justement des gens chez moi à la maison et je ne pouvais pas le faire personnellement. Mais oui, c'est bien nous, c'est le consulat. Et puis par la suite, après les élections de 77, après ce qui s'appelle la révolution de 77, l'arrivée au pouvoir de Begin, il y a Moshe Arens, qui est le président de la commission des affaires étrangères à la Knesset, de défense à la Knesset, qui arrive aux États-Unis sans vraiment donner trop de temps aux gens de s'organiser. Alors, à nouveau, les collègues à Washington m'appellent pour me demander si je peux organiser pour Arens une série de conférences dans les universités, ce que je fais tout de suite. Et on arrive un mercredi après-midi à un séminaire à la fameuse université MIT, où d'ailleurs, par ailleurs, Netanyahou était étudiant. C'était un séminaire qui se tenait tous les mercredis à 2h30 et ça s'appelait The Brown Bag Seminar parce que les gens pouvaient venir avec un petit sachet de papier brun avec un sandwich dedans et ils avaient la permission de manger. Or, Arens était choqué de voir les étudiants, lui il parle et les étudiants en bouffent devant lui. Oui. Et donc il était très nerveux et après cette conférence, je lui ai fait connaissance avec ce groupe d'étudiants israéliens dont Netanyahou pour qu'ils expliquent à Arens pourquoi il ne devrait pas être offensé par le fait que les étudiants mangeaient. Et c'est le premier contact que Arens a eu avec Netanyahou. Mais je crois vraiment que ce qui a donné visibilité à Netanyahou, c'était deux choses. D'abord, vraiment la mort de son frère à ce moment-là. Il a été sollicité de tous les côtés, toutes les organisations juives à travers le pays pour qu'il vienne parler. Et tout le monde voulait ramasser des fonds pour des causes à travers lui. Et donc, à ce moment-là, nous avons réfléchi, un collègue à Washington et moi, et je lui ai proposé, au lieu de faire la quête pour les différentes fondations aux États-Unis, pour toutes les bonnes causes, le Fonds national juif, etc., chacun voulait faire quelque chose en l'honneur de Netanyahou, mais ramasser des fonds en même temps. Je lui ai dit, écoutez, il faudrait faire un effort et créer en Israël une institution qui combatte le terrorisme. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec lui pour créer ce qui s'appelait the Jonathan Netanyahu Institute Against Terrorism. Et d'ailleurs, qu'il a chapeauté pendant 2 ans après. Alors, est-ce que à ce moment-là, vous sentez qu'il y a chez ce jeune homme une ambition? Non, absolument pas. Comme celle que l'on connaît aujourd'hui. À ce moment-là, il y avait pas. Je ne crois même pas qu'il pensait à une carrière politique. Je crois que plutôt il pensait à une carrière diplomatique. Et ce qui est arrivé par la suite, c'est que il y avait, et je crois qu'il existe toujours aux États-Unis, une chaîne de télévision publique qui s'appelle PBS, et cette chaîne s'est adressée à nous en disant, voilà, nous voulons faire un débat sur est-ce qu'il devrait y avoir un État palestinien ou non, je parle de 77. Oui. Et est-ce que vous auriez quelqu'un à nous envoyer, ça s'appelait The Advocates, les avocats, donc il fallait de côté et d'autre un plaidoyer.
Et du côté arabe, il y avait un professeur, un fameux professeur libanais. De notre côté, il y avait un avocat qui par la suite, Maurice Abram, qui par la suite était aussi ambassadeur à Genève des États-Unis. Et il me fallait quelqu'un d'autre et j'ai envoyé Netanyahou. Et je crois que c'est vraiment là que le monde a découvert ses talents, parce que sans aucun doute, il a été brillant pendant ce débat. Et comme il était coutume alors, à travers les États-Unis, les gens devaient envoyer une carte postale pour voter. Et bien sûr, on a gagné, puisque tout le monde s'est identifié avec Netanyahou. Oui. A décidé qu'il ne fallait pas qu'il y ait un État palestinien. Je parle de 77, les choses ont changé depuis. Oui. Mais je peux vous dire une chose, je ne doutais pas pour un moment, et je crois que lui non plus, qu'il aurait cette carrière politique, qu'il aurait ce fond de résilience et ses capacités politiques. Sans aucun doute, c'est aujourd'hui le meilleur homme politique en Israël, parce qu'il sait exactement ce qu'il faut faire, à qui s'adresser, comment s'adresser, et il faut lui reconnaître ce talent. Mais c'est vrai qu'il a commencé finalement sa carrière en étant ambassadeur d'Israël à l'ONU dans un forum international. Non. Il a commencé sa carrière, un jour il était revenu en Israël, et on se voyait de temps à autre, et il est venu me demander, voilà, il y a Moshe Aren, qui est l'ambassadeur à Washington, et qui me propose d'être le numéro 2 à Washington. Ah oui, c'est ça, oui. Et donc, il a été nommé à Washington, je crois qu'il a été 2 ou 3 ans à Washington comme numéro 2 à l'ambassade. D'ailleurs, c'était à ce moment-là Meir Rosen qui a été son chef. Et finalement, à partir de ce moment, il a été transféré à New York pour être à l'ONU. C'est ça. Et donc, on peut dire que cette carrière, elle a commencé sur un axe diplomatique. Oui, tout à fait. Mais je veux dire parce que aujourd'hui, c'est quelque part ce qui est, on va dire, son domaine de prédilection. Hein, lorsque je disais tout à l'heure avec un autre ami. Préféré. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de ministère des Affaires étrangères, on le dit souvent, mais il y a un homme qui remplit les fonctions de oui, même si ce n'était pas bien pour les autres diplomates. Oui, mais... ce qui ne veut pas dire que je ne regrette pas qu'il ait enlevé pas mal de fonctions au ministère des Affaires étrangères. Ce qu'il peut lui faire et la position internationale qu'il a. Il a d'ailleurs été élu l'un des hommes les plus influents au monde. Je crois que ça, on ne peut pas lui enlever, mais il y a d'autres domaines qui devraient être quand même restés au ministère des Affaires étrangères. Alors aujourd'hui, avec le recul du temps, avec on va dire ces 25 années de Binyamin Netanyahou au sommet, hein, puisque depuis qu'il a été élu pour une première fois en 96 Premier ministre. Quel regard vous portez sur cette personnalité de Binyamin Netanyahou ? Qu'est-ce qui a changé par rapport à sa période où il était étudiant ? Et d'ailleurs, apparemment aussi un étudiant assez brillant, puisqu'il a fait le MIT, je crois qu'il faut 4 ans pour faire le MIT, il l'a fait en 2 ans et demi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé à votre avis et qu'est-ce qui... Beaucoup de choses. Écoutez, je ne veux pas... Quel regard vous portez sur Netanyahou aujourd'hui ? Écoutez, je préfère ne pas critiquer le Premier ministre d'Israël, certainement pas en antenne, c'est pas ce que je fais normalement. Mais je crois qu'il a gagné tout d'abord énormément d'assurance qu'il n'avait pas. Alors, je crois que il est convaincu que grâce à ses talents, il peut absolument tout faire et mener le jeu exactement comme il veut. Et je crois que malheureusement, pour certains, il réussit à le faire maintenant. Si nous parlons de la scène politique en Israël, n'oublions pas qu'il a gagné, et c'est grâce à lui finalement que le Likoud a gagné 35 sièges. Je crois que sans Netanyahou, la situation du Likoud aurait été moins brillante, mais c'est certainement sa victoire à lui. Et il sait comment manipuler les masses et comment s'adresser aux masses et comment travailler les sentiments des gens.
Je n'ai pas été toujours heureuse par les propos tenus pendant cette période électorale, ni par les uns ni par les autres, certainement pas par mon Premier ministre. J'aurais souhaité que ce soit différent et peut-être maintenant ça va l'être, j'espère. Mais je crois qu'il faut regarder la chose aussi telle qu'elle est, c'est-à-dire le Likoud a obtenu 35 mandats, le bleu-blanc a obtenu 35 mandats. Ce qui a fait la différence, c'est les petits partis de droite. Et sans ces petits partis de droite qu'il a réussi à tenir de son côté, il n'y aurait pas eu de victoire. C'est-à-dire, ces 35, c'est-à-dire ces partis, ces 30 votes de partis de droite, c'est ce qui fait la différence entre la gauche et la droite en Israël. Aujourd'hui, on le ressent souvent et parfois on lui fait le reproche à Netanyahou justement de mentionner peut-être trop souvent le destin de son frère. Vous avez le sentiment qu'effectivement il pensait, parce qu'il le dit, et dites-moi si vous pensez que c'est sincère, il dit que finalement c'était son frère qui aurait dû être Premier ministre et que finalement après sa disparition prématurée, bien c'est lui qui a voulu reprendre d'une certaine manière une sorte de flambeau. Je crois que c'est vrai, c'est-à-dire, objectivement, son frère, paraît-il, je ne l'ai pas connu, mais tout le monde le dit, était beaucoup plus doué. Et c'était son frère qui était l'homme préféré dans la famille, c'était lui qui était le plus brillant, il était poète, il était ceci, il était cela. Et Benjamin Netanyahou était d'ailleurs un peu dans son ombre. On peut toujours se poser la question pourquoi. Lorsqu'il est arrivé à Boston, son père était alors aux États-Unis aussi. Et pourquoi est-ce qu'il a changé de nom? C'était pour se démarquer de son frère. Et je crois qu'effectivement, à partir du moment où son frère a été tué et qu'il a été sollicité de tous et partout et qu'il a pu montrer ses talents d'orateur, il est devenu quelqu'un de connu sur la scène internationale, sur la scène, et je crois que c'est ça aussi, c'est-à-dire sans la mort prématurée de son frère, je ne sais pas s'il aurait épousé une carrière politique, je ne sais pas s'il serait arrivé à ce qu'il est. Je crois savoir, puisqu'on se voyait de temps en temps, qu'il n'avait pas, lorsque je l'ai connu, qu'il n'avait pas des ambitions politiques. Et donc c'est après que ça s'est développé. Oui, tout à fait. Vous savez, on change, on se développe au cours des années. Chacun de nous ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il va devenir lorsque nous avons 15 ou 16 ou 20 ans. Et personne n'aurait prédit alors, on ne pouvait pas prédire que ce serait le Premier ministre d'Israël et celui qui aurait probablement la plus grande longévité. Eh bien, Colette Avital, merci beaucoup. C'était très intéressant d'écouter votre témoignage sur, on va dire, la découverte de Benjamin Netanyahou dans les années 70, au milieu des années 70. Mais vous savez, chaque fois que Netanyahou me voit, il me dit en riant, c'est à cause de toi. C'est à cause. Because of you. C'est à cause. C'est pas grâce à vous. Non, mais c'est un peu le sens de l'humour. Oui, d'accord. Eh bien, merci beaucoup, Colette Avital, d'avoir accepté de témoigner. Et bonne fête, Rak Sameach. À bientôt.